Bienvenue à Bucarest. Vous êtes Merci. dans une ville étrangère, mais j'imagine qu'avec cet orchestre, vous vous sentez chez vous, n'importe où dans le monde, c'est vrai? Oui, absolument. J'ai la grande joie et le grand honneur d'être chef dirigente, comme ils disent, de cet orchestre. Après des années où j'ai beaucoup voyagé, en rencontrant beaucoup d'orchestres différents, j'avais envie de me recentrer avec des orchestres privilégiés et évidemment, donc maintenant mes trois axes principaux sont Camerata Salzburg, Mostly Mozart Festival à New York et Cincinnati Symphony Orchestra. Comme ça, il y a un festival, un orchestre de chambre et puis un orchestre symphonique. Et donc, effectivement, c'est une grande joie de pouvoir se sentir toujours à la maison, musicalement à la maison, tout en voyageant, mais avec les mêmes musiciens. Oui, parce qu'en fait, la scène, elle est la même, n'importe où dans le monde. La musique est la même, mais seulement le public est un peu, je ne sais pas, les environnements diffèrent. Absolument. Et puis, aussi, jouer du Enescu à Bucarest, c'est pas pareil que le jouer ailleurs. C'est un honneur, c'est une responsabilité, et c'est vraiment une grande chance de pouvoir faire cette œuvre, qui est une des premières œuvres que j'ai dirigées il y a 25 ans. Je crois que ça devait être à mon deuxième concert. Et c'est une œuvre vraiment magnifique, assez simple, mais avec cette atmosphère. Est-ce qu'on sent là un parfum roumain ou plutôt un parfum français? Parce que s'il y en a un, vous devriez le sentir. Oui, surtout dans le deuxième mouvement, il y a cette espèce d'atmosphère et d'après-midi ensoleillé, de paresse un peu, qui est assez typique de cette époque de la musique française, mais avec une ADN différente quand même. Je veux dire, c'est de la musique roumaine inspirée par l'écriture française. Donc c'est absolument magnifique, et donc je suis très heureux et très honoré de le faire ici à ce festival. Et comment ça se fait que vous avez dirigé ça pour votre deuxième concert? Maintenant, je suis curieuse. Tout à fait par hasard. Vous savez, au début, dans une carrière, on ne vous demande pas ce que vous voulez diriger, on vous dit, voilà, tu vas diriger ça. Et là, en fait, c'était un remplacement de dernière minute que j'ai fait, et j'avoue que je ne connaissais pas cette œuvre, et c'était une belle découverte, vraiment une magnifique découverte. Et après, j'ai découvert d'autres œuvres, évidemment, là, entre la Rhapsodie et puis Oedipe. Vraiment. Moi, j'adore l'octroi, par exemple. C'est un peu dans le même sens que Oui, tout à fait. pour tout à fait. les instruments de cordes. Il écrit parfaitement pour ça. Absolument. Oui. Ah oui, ça, on sent que. Après, vous allez jouer le troisième concert pour violon de Mozart. C'est une œuvre très très connue. Hilary Hahn, elle a joué ça devant le pape même. Est-ce que cette musique peut encore vous surprendre? La musique elle-même, surprendre, non, pas forcément, mais il y a des éléments de surprise dedans. Et même lorsqu'on l'a joué ou dirigé énormément, tout d'un coup d'arriver dans le deuxième mouvement avec tous ces éléments un peu rustiques de Vielle-à-Roux, ou alors des éléments de nostalgie, et puis ce rondeau qui est tellement ensoleillé. La musique elle-même donne ses qualités de surprise, mais on n'est pas surpris de l'entendre. Je crois qu'à chaque fois, c'est une autre expérience. C'est la première fois que je fais de la musique avec Hilary Hahn, qui est une merveilleuse musicienne. Et donc c'est différent, oui, de toutes les fois où je l'ai dirigée avant. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que plus on connaît une œuvre, plus on est disponible pour faire des petites choses différentes. Et là, ce sont des surprises. Ce n'est pas dans la musique elle-même, c'est dans le rapport que vous avez entre des musiciens et de la camerata, moi au milieu, et la soliste. Et après l'intervalle, vous allez jouer la dernière symphonie de Mozart, c'est Jupiter. C'est une œuvre un peu plus complexe que les autres, j'imagine, parce qu'il construit encore plus qu'avant. Je parle du quatrième mouvement, le Fugato. Oui, ça c'est vraiment
Rubik's Cube musical avec tous ces éléments thématiques différents et aussi avec leur idiosyncrasie, avec leur spécificité. Je crois que c'est comme dans certaines œuvres de théâtre de Mozart où il y a un élément sacré, ou dans la musique liturgique de Mozart où tout d'un coup il y a une sensualité extrême. Là, le début, si on devait rajouter des mots, ça serait en latin. Magnificat, oh gloire, tout ce que vous voulez. Mais il y a vraiment une dimension liturgique, une dimension sacrée à cette musique. Et après, où là, c'est plus du tout la même chose. Donc, de donner à chaque thème son caractère propre et de jouer en latin, en italien, en allemand, ça donne ce kaléidoscope absolument extraordinaire. Ça demande une précision de jeu, d'ensemble rythmique, de couleurs, de phrasés et de différence toujours entre chacun des éléments, pour qu'on n'entende pas une seule chose, mais comme un vitrail où l'image sonore ou l'image visuelle, comme on veut, sera déterminée par un bleu, un jaune, un vert, un rouge, et non pas une chose globale. C'est la synthèse un peu. Absolument. Et puis c'est l'apothéose de sa carrière de symphoniste, et de finir par cette fugue, qui là aussi évidemment est un élément sacré. Dans toute grande messe, il y a des fugues. Et c'est cet ensemble entre l'âge des Lumières et la spiritualité. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a beaucoup de structures de mesures où l'idée de la perfection, c'est la croix, et pour Mozart, franc-maçon, le triangle. Donc, c'est difficile, même pour le chef, d'avoir toujours clairement dans la tête ces différences entre les 4 mesures, la croix, et entre les 3 mesures. Et donc, l'idée de la perfection pour lui, c'est d'avoir ces 2 éléments toujours en interaction. Donc, il y a une portée philosophique, mystique, c'est une vision de la vie, du monde, de l'organisation des choses qui est absolument stupéfiante. Et effectivement, comme vous disiez, la fin, cette fugue tellement serrée, on a envie de se lever. C'est un moment unique dans l'histoire de la musique. Wow, vous êtes incroyable. Je vous entends, je sais que vous avez beaucoup travaillé avec la voix. Et Mozart, il est magnifique dans tout ce qu'il écrit pour la voix, pour l'opéra, la musique religieuse. Est-ce que ça vous a beaucoup aidé, le fait que vous avez connu ce côté de Mozart, pour travailler sa musique instrumentale? C'est absolument, complètement interdépendant. D'ailleurs, demain, je vais partir demain matin tout de suite pour diriger Don Giovanni Bayerische Staatsoper à Munich. Et la fin de Don Giovanni, on a aussi une fugue. Et donc, il faut, pour avoir cette symbiose, que les chanteurs aient une dimension instrumentale à ce moment-là. Et puis, il faut que les musiciens chantent avec leur instrument. Et alors, on a une chose comme ça qui est complètement homogène et jubilatoire. Oui, aussi avec la musique de Mozart, j'imagine que vous devriez beaucoup vous appuyer sur l'instinct musical, sur le talent du musicien de l'orchestre. Et je voulais vous demander comment ça se passe. Vous laissez l'orchestre jouer et vous marquez quelques points, quelques idées, ou vous devriez contrôler presque tout ce qui se passe là? Non, surtout avec des musiciens comme ça qui connaissent Mozart par cœur. Alors évidemment, on peut connaître Mozart par cœur et chacun a sa propre vision de l'œuvre. Ce qui est important pour moi, c'est de conserver et de profiter de cette tradition extraordinaire qu'ils ont dans la connaissance du répertoire et un style si particulier à celui de la camerata. Donc mon but, c'est pas de dire, voilà, je viens avec comme
un mode d'emploi IKEA, vous voyez comment faire, je veux ça, 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 ça. C'est pas ça faire de la musique. C'est utiliser ce qu'ils sont, mais aussi imposer des choses pour que chacun parle absolument la même langue musicale. Donc je ne vais pas demander à chaque mesure des choses, ça serait inhibant. Mais il y a des choses extrêmement importantes, extrêmement décisives dans la manière de jouer le reste. Si vous trouvez 4-5 points extrêmement importants et vous les travaillez à fond, le reste va venir de lui-même, puisque ce sont de formidables musiciens. Ils n'ont pas besoin d'un professeur, c'est pas ça. Ils ont besoin d'avoir une vision musicale claire de la part du chef d'orchestre, qu'elle soit partagée par tous, et après, chacun l'adapte techniquement, pas pour faire ce qu'il veut, mais pour rendre cette idée musicale absolument claire, précise et limpide. Oui, alors est-ce qu'on attend tout le temps que la Camerata Salzbourg joue que du Mozart? Je sais que c'est le premier concert d'une tournée. Oui, absolument. Oui, et vous jouez Mozart et Enescu, merci beaucoup. Mais on attend tout le temps qu'on entend de la musique de Mozart avec cet orchestre. Effectivement, quand vous partez en tournée, ce qu'attendent les gens, c'est Salzbourg, Mozart. Ça, c'est clair. Mais on a déjà on a joué même des œuvres qu'on n'attend pas forcément d'un orchestre de chambre. On a joué avec Joshua Bell à Budapest et Vienne, le concerto de Tchaïkovski, et avec un orchestre de chambre. C'est absolument magnifique. On a joué ensemble la première symphonie de Brahms. On a joué ensemble le concerto en sol de Ravel. On a, à côté du Requiem de Mozart à Salzbourg, on a donné une œuvre contemporaine. Donc il n'y a pas de limite au répertoire, même si évidemment, quand on part en tournée, ce que les gens attendent, Salzbourg, Camerata, Mozart. Oui, vous dirigez ou voyagez partout dans le monde. Est-ce que le monde de la musique classique est-elle un peu plus rigide? Si on le compare avec l'art, je ne sais pas, visuel, ou la rigueur et les contraintes qu'une salle de concert exige. Oui, ça exige de la concentration. Il y a évidemment tout un cérémonial. Est-ce qu'il faut le briser ou non? Je crois que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les gens continuent à parler la musique. Tellement souvent, lorsque vous rentrez ou lorsque vous sortez le soir, vous allez à un concert, vous avez une journée tellement stressante et la musique vous relaxe. Et du coup, vous rêvez par-dessus la musique. Mais ce n'est pas ça. Les gens... Et c'est notre devoir, d'ailleurs, de faire en sorte que... mettre les gens tout d'un coup à l'écoute de ce que raconte la musique. Pas de se dire « Ah oui, je connais ça, c'est magnifique, c'est tellement gai » ou je ne sais pas quoi, c'est pas gai du tout. Et quelle est la différence entre un accord majeur, un accord mineur dans le ressenti, telle et telle modulation, plutôt une phrase donnée par le hautbois ou plutôt par la clarinette, qu'est-ce que ça va changer? Et à partir de ce moment-là, quand on est disponible, lorsqu'on ouvre tous ses sens et son cœur, les œuvres, du coup, résonnent en nous de manière complètement différente et ça devient une expérience non seulement importante, mais indispensable pour tout le monde. Tout le monde chante, partout, dans toutes les cultures. Et donc, je crois que c'est important de garder pour nous, musiciens, le sens que la musique, ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas un petit plus culturel, c'est une chose essentielle dans la vie. Alors, le côté intellectuel, il est là, on ne peut pas juste passer à côté de ça. Non, ce n'est pas juste l'émotionnel parce que... C'est les deux, absolument. C'est une expérience qui doit vous élever. Si on n'est que dans l'émotionnel, alors il ne faut pas écouter du Mozart. L'émotion est extraordinaire, mais ce qui est formidable chez Mozart, c'est l'équilibre entre le fond, le sens, l'expression et la forme.
Si on n'a que l'émotion, ça ne suffit pas. Si on n'a qu'une forme rigide, ça devient académique, et Mozart est tout sauf académique. Mais c'est de la musique classique, dans le sens le plus élevé du terme. Et je crois que c'est notre responsabilité, surtout que malheureusement, et ça c'est international aussi, l'éducation artistique devient de plus en plus appauvrie. Et donc on prend ça comme un petit plus, comme un divertissement ou comme pour des raisons sociales, parce que voilà, ça fait bien d'aller au concert et on va rencontrer des gens importants. C'est pas ça la musique, pas du tout, pas du tout. C'est une chose indispensable pour la vie. Oui, ça c'est vrai. Et alors, ça vous dérange le fait, par exemple, il y a des gens ici, c'est un festival bien connu, il y a pas mal de snobs qui viennent. Je pense que c'est bien parce qu'au moins il apprend quelque chose de là. Oui. Il doit exister la première fois, mais on les voit applaudir entre les parties des symphonies. Mais je sais qu'il y a 200 ans, les gens applaudissaient tout le temps. Même pendant, tout d'un coup, il y avait un effet extraordinaire et ils applaudissaient, comme maintenant dans des concerts de jazz Opéra. ou à l'opéra, on applaudit ça vous en plein milieu. Ça ne me dérange pas du tout, Non. Absolument pas du tout. Et n'importe qui peut venir au concert, quelles que soient les raisons d'ailleurs. Oui. Si, comme vous dites, il y a beaucoup de snobs, ce qui est important, c'est qu'à la fin du concert, ils aient vécu un moment inattendu pour eux, fort, dont ils se rappelleront peut-être toute leur vie, et qui à ce moment-là les a transformés. Oui, c'est vrai. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à la fin, ça soit plus snob, comme vous dites, ça soit essentiel. Quel beau moment passé. Oui. Et après, continuons. Mais ici, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Ouais. Et c'est vrai que la proximité artistique dans le langage musical doit être sans arrêt maintenue, et pour que ça ne devienne pas un loisir ou un divertissement. Entertainment. Non. C'est pas ça. C'est Non, bien non. plus important et plus joyeux que ça. Ouais, c'est toujours une expérience joyeuse que de faire de la musique. Même dans la musique dramatique, il y a une nécessité, il y a une joie de l'exprimer. Quand on a besoin de l'exprimer, c'est qu'il y a de la joie à l'intérieur, même si c'est pour exprimer des choses douloureuses. C'est quand d'un coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus de silence, il n'y a plus que le silence. Et là, c'est difficile. Wow. Merci beaucoup. Vous allez voir, ici, c'est un public magnifique. Oui, je me réjouis. Je suis venu déjà il y a quelques années, avec la Deutsche Kammerphilharmonie, pour un programme Mozart déjà. Voilà. Et donc, j'ai un grand souvenir de ce lieu. Vous avez un festival magnifique avec une programmation extraordinaire. Et on a la soif parce qu'on n'écoute pas cette musique tout le temps. Comment ça se passe, je ne sais pas, à Berlin ou Paris. Et quand les musiciens viennent, alors c'est toute une joie pour tout le monde parce que c'est le festival, voilà. Eh bien, c'est une joie pour nous aussi. Merci beaucoup. C'était formidable de vous connaître.